Ça commence par un coup de foudre rempli d'ocytocine. S'ensuit une bonne dose d'endorphine et de dopamine. Qu'on le veuille ou non, ces hormones agissent sur notre système nerveux et font de nous un être différent. L'amour agit comme un antidépresseur qui nous rend calme et nous procure un sentiment de bien-être généralisé. Mais comme toute bonne drogue, l'amour vient aussi avec une liste d'effets secondaires. On y retrouve entre autres le sentiment de perte de contrôle sur nous et notre vie, la recherche constante et impulsive du sentiment que nous procure l'amour et l'acceptation d'effets néfastes qui impactent négativement certaines sphères de notre vie. On sait qu'on est addict à l'amour quand on vit à répétition les étapes typiques d'une addiction. Euphorie, manque, dépendance, sevrage, rechute. Les recherches prouvent que la même partie du cerveau est activée lorsqu'un sujet est confronté à son addiction que lorsqu'une personne pense à un être qu'elle aime énormément. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme ne développera pas de la même façon et au même rythme ses sentiments de l'amour que la femme. Les femmes auront tendance à le développer lors des rapprochements sexuels, tandis que les hommes, eux, auront tendance à le perdre ou du moins le développer plus tard si les rapprochements occurrent avant un attachement psychologique. L'humain recherche autant le plaisir que de souffrir parce que ces deux sentiments nourrissent l'ego et le corps de souffrance, ce en quoi on s'identifie. On veut aimer tellement fort que ça fait mal, se chicaner pour se réconcilier, s'imaginer se quitter et avoir peur pour apprécier rester. C'est quand une personne souffre qu'elle aura tendance à souffrir d'une dépendance. Normalement, plus une personne souffre et plus elle aura un tempérament addictif. La quête constante du plaisir sert à apaiser les souffrances de cette personne ou du moins à court terme. On reconnaît la dépendance lorsqu'une personne dont on est amoureux est responsable de notre bonheur et qu'aussitôt qu'elle disparaît, on redevient malheureux. Cette personne devient notre priorité, on cherche l'éternelle lune de miel et à ne faire qu'un avec elle. On dit de la dépendance affective qu'elle est la mère des dépendances. Elle commence souvent à l'enfance et se développe selon l'expérience de chacun. Certains pourront la canaliser de façon saine, comme en faisant de l'exercice physique, tandis que d'autres se noieront dans l'addiction. Contrairement à un alcoolique qui peut arrêter l'alcool, on ne peut pas priver une personne d'amour. Alors comment on fait pour se libérer de son addiction et est-ce biologiquement possible? Il y a 3 stades marquants qui s'applique à toute addiction et la méthode pour s'en libérer dépendra du stade dans lequel on se trouve. Le premier stade, c'est l'utilisation normale, qui correspond à des modifications psychologiques et physiologiques temporaires et rapidement réversibles. À ce stade-ci, on considère que l'amour ou la substance n'a pas vraiment d'effet néfaste sur la vie et donc est sain. Tout comme l'eau, l'amour est essentiel à notre vie et est normalement une dépendance saine à avoir. Un amour sain vient d'une bonne connaissance et respect de ses limites et de soi. On peut ressentir l'excitement, l'intensité d'une relation et le vivre sans pour autant oublier qui l'on est et ce qu'on aime individuellement. Quand on est équilibré, on apprécie ce que l'autre nous procure sans pour autant le porter responsable de notre bonheur. Et surtout, on n'accepte pas des comportements qui peuvent être néfastes pour notre santé mentale ou physique. S'occuper de soi, c'est se sentir bien et savoir ce qui nous fait pas sentir bien pour s'en éloigner. Le deuxième stade, c'est l'abus, qui est caractérisé par des conséquences nuisibles de notre santé mentale et ou physique et sociale. Les modifications induites biologiquement sont dans ce cas-ci plus durables, mais toutefois encore réversibles si on arrive à gérer le contrôle de la consommation. Souvent, quand on est en amour, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de se contrôler, que l'autre nous aimera tel quel et qu'on peut enfin finalement tout laisser aller. Mais à travers ce processus, c'est là qu'on s'oublie, qu'on se perd et que notre vie devient déséquilibrée. Si on applique cette théorie de l'abus à l'amour, ça voudrait dire qu'il faut réussir à rééquilibrer sa vie en diminuant la fréquence de contact physique ou psychologique avec l'autre. Ça signifie pas ne plus voir l'autre personne ou que celle-ci est responsable des effets néfastes de notre vie, mais simplement que notre perception et réaction face à cet amour n'est peut-être pas sain. C'est important de conserver son individualité et son identité en s'élevant ensemble, mais aussi seul. Ça peut être aussi simple que de voir davantage ses amis, de texter moins l'être aimé, de s'inscrire à des cours pour son plaisir ou développement personnel, de faire des activités seule et surtout de ne pas attendre l'autre pour faire des choses qui nous font sentir bien. Le troisième et dernier stade, c'est la dépendance, qui est caractérisée par l'impossibilité de ne pas consommer sans ressentir un manque important et la nécessité d'augmenter les doses pour ressentir le même effet. Et à ce stade-ci, le sevrage complet est nécessaire. Comme j'ai mentionné, c'est difficile, voire même impossible de priver une personne d'amour et je pense pas que ça soit l'objectif. Mais si on ressent constamment un sentiment de manque et on veut toujours plus, c'est pas l'amour dont on est dépendant, mais le sentiment qu'il nous procure. D'où l'expression « être en amour avec l'amour ». À ce moment-là, on essaie de combler un manque qui peut être profond et impossible à combler par nul autre que par soi. Beaucoup de gens se disent impossible d'être seul et c'est ces mêmes personnes qui vivront des relations malsaines avec d'autres. Parce que pour eux,
C'est plus facile de vivre dans la souffrance qui est en quelque sorte confortable que dans l'inconnu d'une relation saine. Que tu sois la personne qui détruit tout dans la relation ou celle qui choisit de se faire maltraiter, la solution réside dans l'arrêt complet de passer d'une relation à une autre et voire même de quitter son partenaire. Il faut savoir s'occuper de soi et apprivoiser la solitude et la souffrance qui nous habite. Il faut oser confronter ses peurs et s'aimer d'abord soi-même. Finalement, c'est pas les effets biologiques de l'amour sur nous qui sont néfastes, mais plus notre réaction face à ceux-ci. On peut apprécier le plaisir et l'excitement que ça nous procure tout en conservant une présence de nos émotions, de nos actions et perceptions de nous-mêmes. Si on sent qu'on perd le contrôle ou qu'on est dans une relation néfaste, il faut savoir le reconnaître et poser les actions nécessaires à son bien-être basées sur l'amour de soi et non sur la peur. C'était Émilie d'Herboëm, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Je laisse dans la description un lien sur les recherches que j'ai fait pour ce qui est de la dépendance et les différents stades et quoi faire pour s'en libérer. Bien sûr, si vous avez des commentaires, théories, suggestions sur le sujet, ça me ferait plaisir de les entendre, donc laissez ça dans les commentaires et je vais me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci énormément de faire partie de cette belle communauté d'Herboëm. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et sachez aussi qu'on a un Instagram dans lequel je pose des tranches de vie, mais aussi des poèmes pour se sentir moins seul. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!